La peur. Aujourd'hui, c'est la peur. C'est quoi ça, la peur, le sujet qu'on va aborder, Céline et Stéphane avec vous. Céline, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, peux-tu nous faire une brève description de qui tu es d'abord? Alors moi, je suis au départ docteur en neurosciences et depuis plusieurs années, je me suis orientée vers la thérapie pour voilà, aider les personnes avec ce qu'elles vivent au quotidien. Excellent. Moi, je suis coach en communication. Je m'intéresse à la thérapie depuis plusieurs années parce que j'ai beaucoup de clients qui ont des peurs, peur de parler en public ou manque de confiance, manque d'estime de soi. Donc aujourd'hui, la peur. Qu'est-ce que c'est pour toi la peur, Céline? Comment tu décrirais la peur? Alors la peur, en fait, biologiquement, ce qu'on en connaît, c'est qu'il y a trois réactions face à la peur. Soit la personne va se figer, puis c'est un petit peu un réflexe ancestral de la bête qui est attaquée par le prédateur, soit se battre, soit fuir. Donc c'est trois types de réactions qu'on connaît, qu'on reconnaît aujourd'hui en psychologie. Alors, tous les humains peuvent passer de l'une à l'autre des réactions selon la Exact. situation. Tout à fait, selon le type de prédateur. Puis la différence avec les animaux, c'est que les animaux, en règle générale, une fois qu'il est parti, qu'il n'est plus en danger, la réaction de peur va complètement s'oublier en fait. Quelques minutes après, il va brouter paisiblement ou vaquer à ses occupations. La différence avec l'être humain, c'est que l'être humain, il va continuer d'être dans la peur, il va inscrire ça dans son corps et dans sa mémoire et il va se rejouer la scène. Et souvent, la peur va rester coincée, c'est-à-dire que la personne, Exact. contrairement à l'animal qui peut-être va trembler pendant quelques instants pour libérer l'énergie qui est stockée dans son corps, l'humain, lui, va la garder et va l'entretenir, comme tu le mentionnais, en parlant avec des gens autour, et ça peut durer des jours et des mois et peut-être même des années. Exact. Et ce qu'on voit avec les peak states aussi, c'est que ces réactions, en fait, continuent c'est comme une construction, en fait, où à chaque événement qu'on va vivre, on va comme remettre une couche sur notre réaction de peur. Ce qui fait qu'une toute petite peur banale, par exemple, chez certains de mes clients, la peur de parler en public, lorsqu'on recule à un moment spécifique, on va en parler tantôt, ben, la personne me dit, ah, mon père m'a fait des gros yeux alors que j'étais enfant et Oui, il a exact. associé communiquer égal ou exprimer une opinion égale être jugé. Oui, il y a tout un tas d'émotions et de réactions qui sont associées avec des événements précis. Donc, toi, je crois que tu as une très bonne expérience, une très longue expérience justement des personnes qui doivent prendre la parole en public. Les gens, souvent, respirent mal. Je leur explique la base. Chez l'humain, il y a trois types de respiration, abdominale, thoracique, claviculaire. Et la plupart des gens respirent de façon thoracique. Alors, ce qu'on dit aux gens, c'est que tu respires dans ta cage. C'est la respiration du stress. J'inspire par la bouche pour rapidement communiquer mon message parce que, comme tu le disais précédemment, quand on ressent une peur, on a le goût de fuir. Donc, la personne va débiter son message pour ensuite passer à autre chose, mais ce qui va l'amener à être inconfortable et son état va influencer l'état des gens qui assistent à sa présentation. Exact, ça c'est tellement important. L'état dans lequel on est qui va vraiment influencer les personnes, ce qu'elles vont capter. Il n'y a pas que le message verbal, il y a aussi tout le message non verbal et tout ce que la personne va dégager qui va être capté par l'audience. Tantôt, tu as utilisé l'expression peak states. Il faudrait peut-être placer peak states. Qu'est-ce que c'est peak states? Ben, c'est un état de conscience, extraordinaire, mais ce dont on va vous parler, et on va y faire référence très régulièrement dans ces capsules, qu'on a le goût de vous proposer à chaque semaine sur des thèmes spécifiques. Alors, l'Institut for the Study of Peak States, c'est un institut important pour toi et moi. Peux-tu l'expliquer? Peux-tu le résumer, cet institut? Bah, je résumerai surtout leur travail, puisque c'est ce qui nous intéresse là maintenant. On pourrait dire plein de choses sur l'Institut. C'est 30 ans de travail de recherche et d'élaboration, de développement de protocoles. Mais ce que moi j'ai trouvé en tout cas extraordinaire quand j'ai connu l'Institut, c'est que ça m'a permis justement de résoudre des émotions
que je n'avais pas réussi à résoudre malgré les années que j'avais déjà en tant que thérapeute. Voilà, j'avais tout un tas d'outils. Tu parlais de la respiration tout à l'heure quand on a peur de prendre la parole en public. Donc, c'est un des exemples où, avec d'autres techniques, on pourrait apprendre à respirer, apprendre à canaliser l'émotion, apprendre finalement à la déjouer un petit peu. Et la différence avec l'Institut, c'est que là, on va vraiment guérir l'émotion à son origine. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de trouver des alternatives à l'émotion, mais vraiment, on va la libérer en allant guérir en fait ce qui a déclenché et ce qui fait que notre corps réagit toujours de cette manière-là. Donc, moi, c'est ce que j'ai trouvé assez incroyable et surtout dans mon expérience déjà complètement nouveau parce que au lieu de trouver donc des alternatives, d'autres manières de fonctionner, c'est comme si d'un seul coup, hop, on se libérait. Et la peur n'est plus là, par exemple, pour reprendre l'exemple de parler en public. Et l'humain a besoin de comprendre, se pose mille et une questions. Et avec ces techniques, on n'a pas besoin de comprendre et de verbaliser. Hein. Ce qui est important, c'est de ressentir pour être en mesure de libérer. C'est ça. Ça, c'est aussi intéressant. On n'a pas besoin de comprendre tout ce qui se passe derrière, même si moi, j'aime bien expliquer comment on fait dans cette technique. Donc, si tu veux bien, je vais montrer ce que je montre souvent en séance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si une personne vient avec une peur, alors que ce soit la peur de parler en public, que ce soit tout autre type de peur, une peur dans une dispute, la peur de la violence, la peur de l'interaction avec son chef, la peur de ce qui se passe dans le monde, puisque ça, c'est ce qui touche aussi pas mal de gens. Peut-être tu veux aussi dire quelque chose là-dessus? Oui, juste avant que tu expliques, c'est que on le sait, il y a des peurs réelles, la peur de mourir si, par exemple, je suis malade. Mais toutes les peurs, c'est l'anticipation, en fait, du pire. Et il y a la peur d'avoir peur. Il y a des gens qui se créent des scénarios, c'est complètement imaginaire. En vérité, je dirais que ce soit une peur réelle ou non, le travail des Peak States va pouvoir donner des résultats dans les deux cas. Parce que même la peur de mourir parce qu'on est malade, en fait, elle peut être guérie aussi jusqu'à ce qu'on soit calme et en paix et serein avec l'issue. Ça paraît fou parce que là, on rentre vraiment dans quelque chose qui est très lourd, très difficile et primaire comme peur. Et pourtant, on peut aussi se sentir calme et serein avec ce type de peur qui est réel. Et j'explique souvent à mes clients, parce que souvent, ils essaient de se raisonner. Je n'ai aucune raison d'avoir peur de parler en public, étant donné mon statut social et mon expérience. Mais lorsque je l'amène à s'imaginer dans la situation, il ressent la peur. Et là, ça le met en colère de ressentir la peur alors qu'il n'a aucune raison de ressentir cette peur. Et je lui dis, le cerveau ne raisonne pas. La peur, elle est stockée dans le cerveau et ça amène le cerveau, la partie, ce qu'on appelle reptilien. Reptilienne, c'est ça ce que j'allais dire, ouais. À activer le système sympathique, le système nerveux sympathique. Et là, qui fait partie du système limbique. Voilà. C'est qu'il y a ces trois cerveaux, en fait, qui vont à chaque fois être impliqués dans toutes nos réactions émotionnelles. Et puis, donc, la partie rationnelle et cérébrale, c'est toute celle qui appartient au néocortex. Mais nos émotions, elles prennent leur origine beaucoup plus loin dans l'évolution et beaucoup plus profondément dans notre cerveau, donc au niveau de la partie reptilienne, comme tu disais, qui est de l'ordre vraiment de la survie. Et puis ensuite, au niveau du système limbique, qui lui va interagir avec nos deux systèmes sympathiques et parasympathiques. Et le limbique, c'est les émotions. Exact. Et donc, c'est en lien avec nos émotions au niveau cérébral, mais au niveau de notre corps physique, c'est ce qui va activer toutes les réactions qu'on appelle physiologiques. Donc, le fait de transpirer, d'avoir le cœur qui s'accélère, la respiration qui s'accélère avec, et ensuite, ça remonte aux pensées. Donc, tout cela est lié. On pourra éventuellement, dans une capsule, expliquer justement plus en détail le fonctionnement du cerveau, sans vous donner un cours d'anatomie ou de biologie, mais simplement vous expliquer l'interaction parce qu'il y a une interaction intéressante. On vient d'aborder, à peine effleurer le sujet. Revenons donc à la première séance. Admettons que je suis avec toi en première séance. Comment tu expliques le fonctionnement des Peak States? Alors, comment j'explique cette thérapie? C'est déjà, voilà, si la personne vient avec une peur, puisque c'est l'exemple qu'on prend, je vais lui demander de retrouver un moment, une situation dans laquelle une peur a été déclenchée. Parce qu'on a tous aussi beaucoup
de goûts de peurs différentes, en fait. Il n'y en a pas qu'une non plus, ça serait trop beau. Mais en tout cas, ce que je leur explique, c'est de revenir à un moment, par exemple. Alors, la dernière fois, j'ai dû intervenir en réunion où j'ai dû faire une conférence et là, j'ai eu cette fameuse peur qui fait que j'étais plus dans mon corps et dans ma tête, et comme si mes mots devançaient ce que je voulais dire et dans une sorte de fuite, en fait. Donc, en tout cas, je les remets dans cette situation. Et puis surtout, ce que je leur explique, c'est que les peurs, c'est donc comme une succession, ou les émotions, c'est une succession, en fait, d'émotions, de réactions émotionnelles qui se répètent. Donc, même si on travaille sur la dernière fois où ils ont ressenti la peur, en fait, ce que je les amène à faire, c'est à visualiser un petit peu l'émotion comme une chaîne de traumatisme. Nous, dans les Peak States, on parle de chaîne de traumatisme. Donc, souvent, je leur montre ce petit outil pour leur expliquer qu'on va partir d'un moment comme si c'était une de ces petites billes, qui est la dernière fois qu'ils ont dû faire une présentation en public. Et puis, l'idée, c'est de ressentir ce qui s'est passé dans ce moment passé et ensuite d'aller comme ça tirer le fil de cette chaîne de traumatisme jusqu'à retrouver le premier moment. Donc, c'est là où on n'est pas obligé de passer par toutes les étapes. C'est ce que j'allais dire. C'est de ressentir et c'est comme si on glisse sur ce ressenti jusqu'au premier moment. Jusqu'à ce fameux premier moment, et c'est ça qu'on va guérir. Et quand on guérit ce premier moment, c'est comme si on enlevait toute la chaîne du traumatisme. Donc, non seulement il y a l'événement spécifique sur lequel on travaille, il y a tous ceux qui se sont produits avant. On va surtout régler le problème donc, qui se passe là au niveau de l'ADN, en fait. Et aussi, on va régler les problèmes futurs. C'est ça que j'ai trouvé assez extraordinaire parce que du coup, ça change vraiment tout ce qu'on va manifester et tout ce qu'on va vivre dans le futur quand on fait ce genre de guérison. C'est ce qu'on appelle, en France, en Suisse, on peut utiliser l'expression guérison. Ici au Québec, pas vraiment avec la loi qui protège on peut parler de libération. Les psychothérapeutes ou psychologues, mais effectivement, on parle de libération émotionnelle parce que ultimement, c'est ça, c'est la libération de ce qui a été stocké trop longtemps dans le corps et qui est associé à une expérience. Et ce qui fait, comme on l'expliquait plus tôt, qu'à chaque fois qu'on vit une expérience similaire, oups, il y a le même automatisme qui s'enclenche à l'intérieur du corps. Ce que j'aime bien expliquer aussi, c'est que ce fameux premier moment, en fait, il peut se situer donc dans un événement qu'on a vécu en étant enfant, dans quelque chose qui est conscient, ou même adulte, qui est conscient. La plupart du temps, c'est inconscient, en fait. Et je dirais même que la plupart du temps, on remonte beaucoup plus loin que ça. On remonte avant la naissance, voire même on peut remonter chez les ancêtres. Wow! Ça, c'est fascinant. Et ça aussi, on va aborder ça un peu plus en détail dans les prochaines capsules. Alors, vous voyez que les thèmes, ce n'est pas ce qui manque. Il y en aura des thèmes vraiment intéressants. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Céline, en terminant, est-ce qu'on pourrait donner quelques outils sans faire nécessairement une approche thérapeutique, sans expliquer en détail et faire vivre l'expérience aux gens qui nous regardent, mais quel truc pourrais-tu donner à quelqu'un qui nous regarde et qui a cette peur en ce moment? Bon, moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, qui est très simple, même si j'ai mis du temps à vraiment comprendre la puissance et la profondeur de cette technique, c'est ce qu'on appelle le one-point tapping ou le tapotement sur un point, qui est le point de gamme ici, qui est un point qui est utilisé en EFT. Sauf qu'en EFT, on utilise toute la séquence de points sur lesquels on va faire ce petit tapotement. Donc, vraiment, une des choses qui marche dans la plupart des cas, c'est simplement de faire ce petit tapping ici, sur le point qui est entre le petit doigt et l'annulaire, en fait. Donc, on peut faire le tapping sur toute la ligne avec plusieurs doigts. Et ne nous croyez pas, expérimentez. Faites l'expérience, simplement de vous fermer les yeux et de ressentir cette émotion et ensuite de faire le tapping comme Céline le propose. Ça, c'est le point que tu mentionnes qui est extrêmement important. Il ne suffit pas de faire le tapping puis de penser à autre chose. C'est qu'il faut vraiment être avec l'émotion. C'est-à-dire, je me projette dans la prochaine réunion que j'ai et ça me stresse. Donc, juste avant d'aller, on peut prendre un petit moment et puis sentir les différents symptômes physiques dans le corps et simplement faire ce tapping. Vous allez voir que déjà, la charge émotionnelle va descendre. J'ajoute à ton explication de respirer dans la peur, c'est-à-dire d'accepter l'émotion. C'est ça. Parce que parfois, ici en Amérique du Nord, je ne sais pas si c'est la même chose en Europe, mais en Amérique du Nord, on a tendance à nier l'émotion, la combattre,
ou simplement faire comme si elle n'existait pas. Et c'est tout à fait l'inverse. On doit apprendre à connecter avec l'émotion, à la ressentir et à l'accepter. Oui, oui, souvent, on va plutôt se dire, allez, c'est bon, j'y vais, je vais réussir à être bon. Et puis, on la met un petit peu au placard ou dans notre vie de tous les jours. On a tout un tas de techniques comme ça d'évitement. On va appeler une amie ou un ami, puis lui expliquer, oh, tu sais pas ce qui se passe. On va, je sais pas, aller courir, on va regarder la télé. Donc, c'est vrai qu'on a tout un tas de façons. On a appris beaucoup à éviter nos émotions parce que c'est vrai que c'est pas très confortable de rester avec, mais la clé est là pourtant. Merci Céline, ça a été vraiment intéressant de te retrouver et d'échanger sur la peur aujourd'hui. Je suis très heureuse de commencer ce cycle de petites interventions et j'espère que vous serez nombreux à nous poser des questions sur ce que vous vivez au quotidien et ce que vous aimeriez qu'on aborde. Avec grand plaisir. À une prochaine. À bientôt. Au revoir Stéphane. Au revoir.